Et oui, bonjour, merci d'avoir syntonisé le 92.7 FM. Vous êtes à Leadership en tout genre. Et oui, on poursuit cette série qui s'intitule Si l'on croit en l'égalité, doit-on traiter tout le monde de la même manière? On est déjà à la troisième partie de cette série. Et ce qu'on a révélé dans les dernières capsules, c'est qu'il y a une injustice qui est inhérente au modèle de similitude. Hein? Si on dit tout le monde est pareil, on traite tout le monde de la même façon, eh bien, ce qui arrive, c'est qu'on prétend que tout le monde sont égaux, mais ce qui arrive, c'est que puisqu'on ne distingue pas l'énergie masculine de l'énergie féminine, eh bien, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a des gens qui sont laissés pour compte. Il y a des gens qui sentent qu'on ne s'intéresse pas à eux. Et après ça, on va dire, oui, mais on vous traite de manière égale, vous avez des chances égales et vous avez une voix égale, mais vous devez rentrer dans cette culture qui est, par exemple, davantage masculine dans beaucoup de cas. Et dans certains cas, comme dans le monde de l'éducation, c'est une culture qui est féminine. Et, justement, la jante masculine n'est pas, ne participe pas ou ne contribue pas suffisamment à l'éducation de notre élève. Maintenant, ce qui arrive, c'est que les dirigeants qui adhèrent totalement à cette approche-là, basée sur la méritocratie, donc sur le mérite, hein? Oui, tu peux accéder à des postes supérieurs si tu as les compétences, si tu démontres ta contribution à la rentabilité, à la productivité, à la profitabilité de l'entreprise. Pour nous, dans notre organisation, on ne fait pas de distinction entre hommes et femmes. Si les résultats sont là, alors tu as une place. Ce qui arrive, c'est que pour atteindre ces postes de haut niveau, eh bien, ces comportements-là qui sont observés sont reliés à des valeurs, sont reliés à la culture dominante et non en fonction de la contribution des distinctions qui caractérisent l'approche masculine et l'approche féminine. Alors, pour bien comprendre tout ça, on va regarder l'approche masculine et l'approche féminine sur 5 points de repère. Maintenant, je tiens à vous rappeler, ici, ce sont des généralités. C'est qu'est-ce que la littérature, la recherche a pu observer dans la majorité des cas et non dans la totalité des cas. On ne peut pas mettre tout le monde dans un même panier. C'est seulement des points de repère pour nous aider à naviguer dans une culture organisationnelle, pour nous aider justement à voir clair, à comprendre ce qui se passe. Et quand justement on fait face à des cul-de-sac, à des murs ou à des nœuds, on a ces repères pour naviguer et apprendre à conjuguer, à jongler avec ces repères-là. Donc sans plus tarder, qu'est-ce qui différencie le modèle masculin et le modèle féminin selon la science? En termes de priorité, hein? Eh bien, règle générale, on parle de généralité ici. Comme je vous dis, ce ne sont pas des absolus, ce sont des généralités. Ça se produit dans la majorité des cas. Règle générale, les priorités qui sont reliées au modèle masculin, eh bien, les hommes vont aborder les idées et les questions de manière séquentielle. Il y a une séquence 1, 2, 3, 4. Tandis que chez les femmes, règle générale, on jongle avec plusieurs idées, plusieurs questions en même temps. C'est pour ça que certains hommes, par exemple, vont se dire, oui, mais là, tu sautes du coq à l'âne, tu parles de ça ou de ça. Donc, il y a plusieurs éléments, et ça, c'est relié à la constitution biologique de la femme, où est-ce que je n'ai déjà parlé dans le bio-leadership. Les connexions du cerveau sont plus rapides et sont plus abondantes. Ça fait référence au corps calleux et à d'autres éléments. Donc, euh, c'est ça qui distingue en termes de priorité. En termes de résolution de problèmes, ce qui arrive, c'est que les hommes vont converger sur une question spécifique pour se concentrer sur une solution spécifique. Donc, c'est le phénomène de l'entonnoir. On réduit en disant, on veut trouver une source, on règle cette source-là et on passe à d'autres choses. Tandis que les femmes ont tendance à avoir un recul pour avoir une meilleure vue d'ensemble et explorer toute la panoplie de solutions pour choisir laquelle est la plus appropriée. Donc, c'est l'approche, et c'est évidemment, ça touche la prise de décision,
Parce que les hommes ont tendance à isoler les problèmes pour prendre une décision rapide. OK, qu'est-ce qu'on peut changer rapidement pour avoir un succès rapide? Alors que les femmes vont viser d'abord l'ensemble du contexte. Et c'est ça qui va faire en sorte que, à prime abord, c'est plus long aux yeux des hommes de transiger avec des femmes, sauf que le risque d'erreur est minimisé par l'approche féminine. Donc, c'est pour ça qu'une entreprise a intérêt à faire confiance davantage à la contribution de la part qui est féminin. Ça prend un peu plus de temps, mais par contre, on va arriver à des solutions plus efficaces parce que toutes les solutions auront été envisagées. Alors, au niveau du travail d'équipe, les hommes se concentrent davantage sur les valeurs et travaillent sur les résultats. Hein? Si le résultat est bon, on le fait, on y va. Alors que, en termes du travail d'équipe, les femmes vont valoriser le processus et le résultat. Donc, ce n'est pas seulement le résultat qui compte pour l'ensemble des femmes, mais c'est comment on y parvient, dans quelle mesure, dans quelle proportion, dans quelle atmosphère, hein, et dans quelle dynamique. Et sur le plan du leadership, eh bien, les hommes vont influencer de façon transactionnelle, hiérarchique, compétitive et convergente, alors que les femmes vont influencer de façon interactive, participative, collaboratrice ou de manière collaborative et divergente. Donc, voyez-vous, il y a des distinctions. Maintenant, là, je vous parle des repères. Des fois, notre entreprise, vous pouvez dire, ouais, mais moi, j'ai comme 30% d'influence féminine, 60% d'influence masculine. Donc, tu sais, ça peut, et ça tourne autour de 90%, il y a 10% que c'est pas clair. Ça, c'est possible, ça. Comme je vous dis, l'idée, c'est pas de mettre tout dans une boîte. L'idée, c'est d'avoir des repères pour que vous puissiez justement mieux fonctionner et que vous puissiez savoir qu'est-ce qui est à changer, qu'est-ce qui est à améliorer, qu'est-ce qui est appelé à un changement significatif pour une meilleure rentabilité, productivité, profitabilité de votre entreprise, dans une atmosphère qui est conviviale, évidemment. Alors, ce qui est important de prendre conscience, c'est que les femmes obtiennent souvent les mêmes résultats que les hommes en entreprise, mais ils vont emprunter des chemins différents. Le chemin qu'ils vont entreprendre va être différent que celui des hommes. Alors, c'est ça qui fait en sorte que si le chemin est différent, souvent ça peut soit insécuriser ou insatisfaire les hommes qui sont en poste de direction. Donc, qu'est-ce qui arrive dans une culture organisationnelle? Eh bien, les hommes qui génèrent ou qui sont à l'origine de la culture masculine vont avoir tendance, naturellement, règle générale encore, à favoriser les agents d'influence qui vont contribuer à maintenir cette culture-là, qui leur est propre. Alors, c'est sûr que d'intégrer des éléments féminins dans une culture masculine, ça demande de l'ajustement. C'est évident, ça. Ça, c'est clair. Il y a une transition à adopter. Puis ça, on va le voir dans les prochaines capsules. Parce que la littérature démontre que les entreprises ne donnent pas une promotion uniquement en fonction des résultats. Elles tiennent compte des comportements des candidats potentiels. Donc, ce n'est pas seulement que, oh, telle personne a contribué à ce que l'entreprise augmente son chiffre d'affaires de 2, 3, 4, 5%, mais de quelle façon elle l'a fait? Comment y est parvenu? Est-ce qu'elle a respecté les règles de la culture de l'entreprise? Les règles du jeu qui sont, par exemple, orientées vers une approche masculine. C'est pour ça que la méritocratie organisationnelle, le fait de se mériter une promotion, se mériter une augmentation de salaire, se mériter des bonis, eh bien, souvent, ça ne tient pas compte du genre. Parce que
Le problème, c'est que les critères sur lesquels une personne est jugée sur le lieu de travail découlent souvent de ce modèle masculin. Alors, on s'est donné des points de repère et sans s'en rendre compte, on va injecter cette approche masculine dans nos critères. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on a appris à développer notre leadership. Et c'est pour ça qu'en bout de ligne, il y a plus d'hommes qui sont dans des postes de haute direction dans les entreprises parce que on évalue en fonction des critères masculins. On évalue des femmes en fonction des critères masculins. Donc, c'est pour ça que l'intégration de critères féminins va permettre d'avoir une vue d'ensemble ou un leadership plus diversifié et d'avoir une meilleure qualité d'analyse, à mon point de vue, et ce que je découvre au travers de la littérature. Et aussi sur le terrain, parce que je le vois sur le terrain. Hein. À chaque fois que les hommes sont attentifs aux recommandations des femmes autour d'eux, eh bien, ils en bénéficient. Pourquoi? Parce qu'ils voient certains angles morts qu'eux ne verront pas. Et la contribution des hommes dans la participation des femmes joue un rôle aussi efficace. Tant qu'il y a de l'ouverture entre les deux camps, ou entre les deux pôles, ou entre les deux énergies. Alors, c'est pour ça qu'il va y avoir plus d'hommes qui vont remplir les critères que des femmes, choisissant d'être authentiques sur leur lieu de travail, parce qu'ils vont se dire, OK, bien, ces hommes-là répondent à nos critères, répondent à notre culture, répondent à nos valeurs. Et ce qui arrive, c'est que ce n'est pas suffisamment juste pour les femmes parce qu'ils se disent on doit apprendre puis composer dans une réalité d'hommes alors qu'on est des femmes. Certains vont dire oui, mais ils ont été engagés dans cette entreprise-là et c'est à elles de s'adapter. C'est vrai que dans n'importe quelle organisation, on doit apprendre à s'adapter. Par contre, on peut aussi contribuer au succès, à la rentabilité, à la productivité, à la profitabilité de l'entreprise si justement nos dons, nos talents sont déployés pour le bénéfice de l'entreprise. Donc, les hommes vont avoir tendance à être extrêmement rapides dans leur style de communication, incroyablement analytiques et ont la capacité de démolir toute idée ou toute personne qui démontrent une faille dans leur raisonnement. Alors, par contre, de nombreuses femmes, elles vont voir les choses d'une manière différente. Elles vont avoir une capacité incroyable de résoudre des problèmes complexes. Pourquoi? Parce qu'elles vont analyser chaque angle. Elles vont prendre le temps. Elles vont même consulter. Elles vont faire de la recherche. Elles vont prendre le temps. Parce que pour elles, ce n'est pas le facteur temps qui prime, c'est de trouver la meilleure solution pour minimiser les coûts, minimiser les pertes. Et donc, à ce moment-là, c'est un regard sur le processus pour avoir un meilleur résultat et non pas un résultat immédiat. Alors, c'est pour ça que les hommes et les femmes, en règle générale, ne voient pas le problème de la même façon. Et c'est pour ça qu'il y a de nombreuses femmes compétentes qui vont avoir de la difficulté à gravir les échelons de l'organisation. Et souvent, lorsque les femmes y arrivent, ils adoptent un comportement masculin. Mais imaginez-vous si c'était le contraire. Si nous, là, quand on rentre dans une organisation, moi j'ai travaillé, j'ai été chef caissier dans une épicerie, puis à l'époque, il y avait juste des femmes qui étaient à la caisse. Hein? On ne voyait pas des hommes à la caisse. On en voit de plus en plus maintenant, mais à l'épicerie, à l'époque, dans les années 90, c'était juste des femmes. Et moi, j'étais chef caissier. J'étais en charge des femmes. Et je peux vous dire que, même si j'avais travaillé dans les écoles, j'ai compris que l'approche féminine est différente. Même si chaque femme qui était là avait des caractères, des tempéraments différents, des âges différents, provenaient justement de générations différentes, les points de repère n'étaient pas les mêmes. Alors, c'est pour ça que si on veut intégrer la part
féminin dans notre organisation pour justement maximiser notre rentabilité, notre productivité, notre profitabilité, c'est le mot que je cherchais, eh bien, c'est important de considérer ces éléments-là de ce qu'on appelle l'intelligence genrée. Qu'est-ce que la science a pu découvrir entre ce qui distingue les hommes et les femmes. Et c'est pour ça qu'une méritocratie fonctionne efficacement quand les critères de mesure ne se limitent pas à l'univers masculin. Et c'est pour ça que c'est important de mettre beaucoup l'accent sur le travail en équipe pour aller chercher le maximum des uns et des autres. Et plus on va apprendre à travailler en équipe, plus on va apprendre à intégrer les éléments de la culture féminine, eh bien, c'est là qu'on va pouvoir s'enrichir. Et l'inverse est vrai, hein? Si vous êtes dans un milieu de travail où est-ce que justement la culture féminine est dominante, c'est important d'intégrer des éléments de valeur masculine, premièrement, pour contribuer à cette rentabilité-là de l'entreprise et aussi pour avoir une vue plus large, une compréhension plus large. Alors, c'est pour ça que je veux terminer là-dessus. La plupart des changements de culture, parce que cette vision-là d'intégrer, par exemple, l'énergie, la conception féminine dans une organisation masculine, ça étire. Ça demande de la collaboration, ça demande de l'ouverture, ça demande de l'écoute, ça demande du temps, ça demande des changements, ça demande d'adapter la culture, les valeurs. Et, évidemment, ça exige un examen de conscience. Et parfois, ça exige d'avoir le regard externe de quelqu'un qui est neutre et qui veut le bien de l'organisation, comme un coach en l'occurrence. Alors, il y a des programmes conçus pour sensibiliser davantage l'inclusion des femmes dans un milieu masculin, mais si on ne change pas la culture et si on ne change pas le regard, notre regard sur l'implication des femmes, le regard sur la constitution des femmes, le regard sur ces distinctions entre les hommes et les femmes, sans en faire un carcan, simplement comme étant des outils, mais ça va être plus difficile d'intégrer l'énergie, l'apport féminin. Et à ce moment-là, ce qui va arriver, c'est que soit que les femmes vont quitter après un certain temps, ou soit qu'elles vont adopter tout simplement un comportement masculin et l'organisation ne bénéficie pas autant de tout ce qu'elle peut contribuer. Alors, il faut voir que ces changements de paradigme ne sont pas des entraves, des obstacles. Ce n'est pas des moyens d'alourdir le développement. Au contraire, c'est pour rendre l'organisation plus efficiente en bout de ligne. Et c'est surtout au travers le processus que ça va se passer et ça va se traduire inévitablement par des résultats. C'est ça le but final, l'objectif. Alors, on va voir dans les prochaines capsules comment on peut y arriver. Hein? Là, j'explique le quoi, le pourquoi, et de plus en plus, on va voir le comment, parce que c'est ça qui est important. Comment on peut y arriver? Comment on peut changer? Mais ça commence le premier pas par un changement de mentalité. Alors, et ça, ce premier pas-là, ce changement de mentalité, eh bien, comment vous faites pour en prendre conscience? Bien, j'ai un outil très simple, un questionnaire qui prend une trentaine de minutes à répondre. Et les résultats vont vous amener à observer qu'est-ce qui a changé. Et avec un regard externe, vous allez pouvoir comprendre quel est le premier pas que je dois poser pour amener un changement. Parce que même s'il y avait 5, 10, 15 éléments à changer, à un moment donné, on ne sait pas par où commencer. Alors, c'est important de faire un premier pas dans la bonne direction, ensuite un deuxième. Donc, je vous invite, c'est gratuit. C'est une ressource que j'ai. Vous m'écrivez à coach@ericlantier.net et à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je vous explique comment ça fonctionne. Vous remplissez le questionnaire et je prends une trentaine de minutes avec vous pour justement en faire l'analyse et voir avec vous qu'est-ce qui serait le plus efficace et comment on peut commencer, quel premier pas on peut poser pour amener ce changement-là et pour viser une chose bien simple, en fait 3 choses, la rentabilité, l'augmentation
de la rentabilité, de la productivité et de la profitabilité de l'entreprise. C'est ça l'objectif final au bout de la ligne. Alors, vous m'écrivez à coach@ericlantier.net et je vous explique comment on peut procéder. C'est gratuit. Et si vous voulez soutenir cette émission pour que le contenu puisse continuer à être diffusé sur les ondes du 92.7 FM, eh bien, je vous invite à m'écrire à la même adresse, c'est coach@ericlantier.net. Et sur ce, chers auditeurs, je vois que le temps file. Oh là 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 là. C'est incroyable comment le temps file. Alors, je vous dis merci et à la semaine prochaine. Au revoir.